Les réseaux sociaux mentent. Star Wars n'est pas mort. Il n'a au contraire jamais été aussi vivant, et ceux qui prétendent s'enorgueillir du contraire prouvent qu'ils n'ont jamais compris les valeurs piliers de cette œuvre fondamentale de la culture humaine depuis près de 50 ans. Bien avant Disney, l'histoire de George Lucas l'avait déjà révélé au grand jour, nul n'est prophète en son fandom. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Tous vous l'annoncent en permanence, depuis des années, plusieurs fois par jour même, à coups de vidéos, de punchlines toutes faites, de tweets, de reels, de subreddits. Tel un Sylvain Durif en pleine extase à Bugarak, ils vous le prophétisent tous depuis 2012, Star Wars est mort et c'est Kathleen Kennedy et Disney qui sont les sinistres meurtriers. Les influenceurs, prédicateurs des temps modernes, le crient « Star Wars est mort » et le fandom, tel une foule de croyants asservis, s'agenouille et acquiesce, non pas en silence, mais en donnant des likes et des commentaires. Le fandom est un concept. Un concept qui s'accompagne d'un récit trompeur, celui d'une communauté qui, à de multiples reprises, et ce avant même l'ère d'Internet et de la haine en ligne, a dénaturé le message émancipateur d'une œuvre visionnaire pour en faire le souffre-douleur de la pop culture, porteur de tous les soi-disant maux de ce début du XXIe siècle, crachant sur ses héritiers et déifiant une idole autrefois conspuée. Le fandom ne pardonne pas, il a la mémoire courte et sélective. Il s'est laissé pervertir par son propre fanatisme, estimant que l'œuvre lui appartient, oubliant la parentalité et la légitimité des créateurs de Lucasfilm, et il se complaît dans un système désormais malsain et dangereux, autant pour celles et ceux qui osent encore aimer et rêver, que celles et ceux qui haïssent préférant cracher que d'imaginer. Le culte de George Lucas, par la fandom menace, est probablement la plus grande insulte faite à sa personne, comme au contenu des messages de la saga qu'il a créée. Si nous les comparons dans leurs actes et leurs paroles, Star Wars et cette partie du fandom ne sont pas contradictoires, ils sont incompatibles. Les réseaux sociaux mentent. Star Wars n'est pas mort. Et s'il meurt un jour, ce sera des mains de son fandom. Et pourtant, tout espoir n'est pas perdu. Le fandom toxique qu'on observe en ligne ne représente qu'une infime partie, une minuscule partie de son entièreté qui, IRL, se montre bien différente et bien plus en adéquation avec les valeurs distillées par l'œuvre qu'on aime tant. C'est à partir de cet espoir que la majorité silencieuse du fandom doit bâtir cette rébellion et nous ramener toutes et tous vers la lumière. C'est un long chemin à arpenter et où la lumière côtoiera forcément l'obscurité. C'est ce chemin que je vous propose de faire ensemble dans ce podcast. Je m'appelle Bruce, je suis artiste-auteur, illustrateur. Je ne ferai pas l'insulte de vous considérer, vous et moi, comme des fans, des spécialistes ou autres experts de Star Wars, mais bel et bien comme des êtres humains qui n'ont pas perdu leur âme d'enfant et ont été touchés par le pouvoir narratif de cette fiction fabuleuse et chimérique au point d'en avoir intégré ses principes émancipateurs et universels dans notre quotidien et qui, pour beaucoup, a changé, si ce n'est sauvé nos vies. Que vous soyez fan depuis plus de 30 ans comme moi, ou fan depuis quelques jours, que vous lisiez tous les romans, les comics, le Legends, le canon, ou pas du tout, que vous regardiez juste les films, ou aussi les séries. Peu importe. Bienvenue dans le premier numéro de ce podcast, Les Échos d'Acto. Tout d'abord, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais que vous écoutiez ce podcast en ayant en tête qu'il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un billet d'humeur, qui intervient un peu, même beaucoup, en réaction à ce que j'ai vu sur les internets ces dernières semaines, à savoir les réactions au trailer de The Acolyte, que moi-même, d'un point de vue purement cinématographique et en tant qu'exercice de trailer, je n'ai pas apprécié plus que ça, mais c'est surtout la bêtise crasse envers Leslie Headland que j'ai détestée. Je n'ai pas aimé non plus la méchanceté gratuite contre l'épisode 9 de The Bad Batch et les commentaires stupides envers Dave Filoni. J'ai été épuisé de voir le tweet d'un community manager d'un site de fans de Star Wars expliquer qu'il était quasiment en burn-out
à force de devoir faire la modération des commentaires et de la haine non-stop qu'il peut y trouver. J'ai été énervé par un compte Twitter Star Wars francophone que je ne citerai pas, autant pour ne pas le mettre en lumière qu'en mauvaise posture. Mais juste simplement, même si son thread partait d'une bonne intention, mais on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, on ne peut pas y demander d'arrêter à la communauté Star Wars d'être haineuse, mais dans le même temps, cracher allègrement sur Dave Filoni, en montrant en plus une méconnaissance totale des processus de création à Lucasfilm, dans l'idée, pourtant noble au départ, de défendre Leslie Helland, qui en a bien besoin, la pauvre, avec tout ce qu'elle se prend dans la gueule. Mais non, désolé, là dans la forme, pour moi c'est juste inacceptable. A l'inverse, Ben Hart, de The Star Wars Underworld, le dit très bien dans son thread sur Twitter. Je le cite. « Mais oui, s'il vous plaît, dites-moi encore que le fandom de Star Wars n'a pas de problème massif de racisme, de sexisme, d'homophobie, d'intolérance. Dites-moi encore comment le mot woke n'a pas du tout été récupéré et transformé en sifflet pour fanatiques. » Fin de la citation. Bref, ayez en tête que, pour cette fois, du moins, on va pas tant parler de Star Wars, de son lore, d'un film en particulier, un livre ou un personnage précis, mais plutôt de comment je vois et comment je vis ma passion pour Star Wars en faisant avec et contre ce fandom. Je vais essayer déjà dans un premier temps de pas trop m'éparpiller, parce que Star Wars c'est vaste, et il y a plein de thématiques à aborder, et aussi parce que j'aime beaucoup digresser, parfois beaucoup trop. Et là, étant tout seul pour ce premier numéro, eh bien, j'aurai personne avec moi pour me remettre dans les clous. Je souhaitais donc aborder dans ce premier podcast les valeurs de Star Wars, ou du moins les valeurs et les enseignements que j'en ai retirés au fil des années et que j'applique le plus possible dans mon quotidien. Mon approche est totalement subjective donc. Mais autant en tant que spectateur qu'en tant qu'artiste, j'ai cette intime conviction que la subjectivité en ce qui concerne les œuvres d'art est le plus important. L'objectivité est, je trouve, même trop souvent devenue l'ennemi des œuvres, hélas. Au sens où on passe plus de temps à analyser la technique alors qu'on n'est nous-mêmes pas techniciens, en tout cas pour beaucoup, et on passe beaucoup de moins en moins de temps à ressentir les choses, à écouter le message qui est derrière. Et ça, c'est le plus terrible, je trouve. Alors, la faute à plein de choses, notamment à YouTube avec tous ces soi-disant spécialistes du cinéma. Mais bref, j'ai réalisé il y a quelques temps seulement, en écoutant Paco Mtielman, dont l'intro de ce podcast est très inspirée de sa chronique L'Empire n'a jamais pris fin. Donc en écoutant Paco Mtielman proposer son exégèse de Twin Peaks. Et je me suis dit qu'inconsciemment, c'est ce que je faisais déjà depuis ma plus tendre enfance. C'est-à-dire que j'applique un principe simple à toutes les œuvres que je dévore, et que Paco Mtielman explique ainsi, en paraphrasant Sohrawardi, « Regarde Twin Peaks comme s'il n'avait été fait que pour toi ». Ainsi, les œuvres que j'aime le plus, comme Twin Peaks, justement, comme Alan Wake, Silent Hill, Hokuto no Ken, Soten no Ken, X-Files, Doctor House, Urgence, True Detective, et donc, forcément, peut-être la plus importante de tous pour moi, Star Wars, eh bien je l'ai reçue comme si elle n'avait été faite que pour moi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Beaucoup trop de choses ne vont pas dans ce fandom. Je risque de me répéter un peu, et on fera pas le tour complet de la question dans ce podcast, mais en vrac un petit peu. Rappelez-vous, lorsque différents groupes de haters, comme la tristement célèbre Fandom Menace, s'en prenaient directement aux actrices et aux acteurs en fonction de leur ethnie ou de leur sexe, fantasmant tel un Éric Zemmour, un roman national qui n'a jamais eu lieu, en mettant sur un piédestal la trilogie originale qui pourtant déjà combattait leurs idées nauséabondes. Souvenez-vous des figurines de Rose détruites avec haine dans une vidéo YouTube, ou de ce groupe qui avait remonté The Last Jedi en y excluant les scènes contenant des femmes. Souvenez-vous du racisme que John Boyega ou Moses Ingram se sont pris de plein fouet, ou les commentaires misogynes envers les actrices et la série Ahsoka, ou envers Daisy Ridley, et même envers Gina Carano,
qui se faisaient démolir par ces groupuscules avant d'être traités en héroïne étendard de leur idéologie, après la non-reconduction de son contrat dans la série The Mandalorian, pour avoir tenu des propos néo-nazis pro-fascistes sur son compte Twitter, ou encore même s'être moqué de l'usage des pronoms peu de temps après que Pedro Pascal avait indiqué les siens sur ses réseaux sociaux. Réseaux sociaux qu'il a d'ailleurs fini par quitter lui aussi, comme Daisy Ridley, comme Moses Ingram et d'autres. Regardez enfin tous les commentaires sur le dernier trailer de The Acolyte, où on a un échantillon de toute la bêtise possible en ligne. Ça, c'est la bêtise qui vient des personnes lambda du fandom. Ils ne sortent pas toutes leurs idées de nulle part. Et il y a donc le problème des influenceurs, francophones ou pas d'ailleurs. La problématique qui les entoure n'est pas propre à Star Wars, mais elle est symptomatique de notre époque. Sous couvert d'un soi-disant esprit critique et argant, le droit de dire ce qui ne va pas, mais rarement ce qui va bien, et ce toujours à vous autres viewers, plutôt qu'aux personnes réellement concernées, qui en réalité, je l'espère, ne vous et ne nous écoutent pas. Tout cela donc nous amène à une farandole de techniques utilisées pour vous appâter. Autant pour dire du bien que du mal d'ailleurs. Mais c'est souvent plus du mal que du bien. Titre putaclic. Articles ou vidéos mal sourcés, voire pas du tout, utilisant des éléments sortis de leur contexte pour vous amener là où ils veulent, ou encore des mots à contresens, au point où des termes comme fanservice, marissou, le fameux mot woke, sont devenus des fourre-tout très négatifs dont le sens d'origine a été détourné, souvent par méconnaissance, et popularisés aussi auprès de leurs viewers, parfois même inconsciemment, par mimétisme. Il y a aussi toutes ces vidéos sur le lore de Star Wars, où votre youtubeur préféré va vous raconter les événements d'un livre ou d'un comics, mais à sa sauce. Et c'est embêtant, déjà par respect pour les auteurs. Alors oui, il y a toujours les pseudo-bonnes excuses des viewers expliquant que ça les aide car ils ne lisent pas de livres, ou ils les achètent pas, ou ils les empruntent pas à la bibliothèque, etc. pour diverses raisons. Certains diront même que ça les a fait acheter l'œuvre en question, après la vidéo. Ok, admettons. Mais combien, après ces vidéos, ne les ont pas achetées également? Combien d'auteurs n'ont pas pu avoir la chance que leurs œuvres soient réellement dégustées et appréciées à sa juste valeur par cette mode de raconter le lore? Le monde de l'édition et les artistes qui travaillent sur ces livres devraient se pencher un tout petit peu plus sur la question à mon sens, car il y a une différence flagrante entre ressentir une œuvre au plus profond de soi et la consommer à travers les mots d'un autre. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Bref, que ce soit un article, une vidéo ou un simple post Instagram, il y a une recherche quasi constante de buzz, de culte de la personnalité pour certains, de communautarisme pour les sites. Et il en résulte une quasi-impossibilité de faire un post sans caler par exemple une pique, même petite, à une production récente ou à un acteur. Là je pense à un récent post Instagram d'ailleurs d'un site par rapport à un lecteur de Boba Fett ou un dessinateur ou un écrivain, etc. Tout ça pour ma part est extrêmement usant. Après près de 30 ans passés dans ce fandom, et cela pas seulement en tant que simple passionné. Mon parcours m'a permis il y a quelques années d'avoir accès à des services presse, à des événements, à des coulisses, de croiser certains youtubeurs qui, en off par exemple, confessaient avoir adoré le film solo, le Star Wars Story, mais préféraient le descendre en flèche sur leur chaîne pour surfer sur la vague de critiques et ne pas prendre le risque de perdre des vues ou des abonnés. La peur, donc. J'ai aussi vu de l'intérieur, par moi-même ou par des amis anciennement dans les staffs, la guerre que se mènent les sites, entre eux, en coulisses. C'est encore plus usant quand on voit que ce sont ces personnes, ces gros sites, qui sont invités en convention ou à des événements et à qui on donne l'opportunité de diffuser une parole qui ne donne malheureusement franchement pas envie de célébrer Star Wars. Ils y ont leur place évidemment, ils font un gros travail et ça faut le respecter. Et il y a encore des gens très très bien dans ces staffs. Mais à mon sens, encore une fois, leur monopole du fandom est trop grand et on est loin des valeurs de la saga. Remémore-toi ce qui t'a jadis été enseigné. Quiconque détient un pouvoir a peur de le perdre. Il existe donc un racisme, une homophobie, une misogynie, une violence systémique passant par le harcèlement qui s'est introduit dans ce fandom.
y compris déjà sous l'ère de George Lucas, qu'on a laissé s'introduire. Autant nous, passionnés raisonnables et silencieux, que Lucasfilm pendant bien trop longtemps. Il aura fallu attendre 2021 pour que Disney et Lucasfilm mettent en place un programme d'accompagnement et de soutien pour les nouveaux acteurs, comme Zess Ingram par exemple, qui jouera Eva dans la série Obi-Wan Kenobi, notamment pour tout ce qui est des réseaux sociaux, suite au harcèlement, au racisme et aux insultes en tout genre qu'ils ont pu subir par le passé. Et fort heureusement, le soutien public sur les réseaux des comptes officiels de Star Wars, de Hayden Christensen et d'Ewan McGregor, sont intervenus, et ça, moi personnellement, ça m'a fait chaud au cœur. Autre exemple, parce que ça ne touche pas que les productions cinématographiques, il y a quelques années, c'était le directeur de la publication des romans Star Wars, alors je crois que c'est Michael Siglain, mais ça serait à vérifier, qui poussait un cri d'alarme sur son compte Twitter. C'était avant tout ce qui est Project Luminous, donc la Haute République. Et en gros, son cri d'alarme, ça disait que ils avaient du mal à trouver des auteurs qui acceptaient de faire du Star Wars, à cause des haters en fait, à cause de tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. On a donc une faction entière de spectateurs, fans ou non, jeunes et moins jeunes, incapables de se faire leur propre avis. Ils s'alignent bêtement sur les notes Allociné, Rotten Tomatoes, sur les topics de Reddit, ou encore sur les paroles assez néfastes et médiocres de youtubeurs en quête de buzz, allant du genre du grenier, en passant par Durandal, Mike Zero ou Dirty Tommy pour ne citer que. C'est dire l'ampleur du désastre. On en est là. Alors, ça ne va pas si mal? Non. Non, en effet. Mais comme diraient Pipin et Gandalf, donc, tout ne va pas si mal. Car, certes, tout cela est la partie visible de l'iceberg des internets, mais il y a une énorme majorité silencieuse, raisonnable et aimante. C'est grâce à ces personnes rencontrées sur internet, ou dans la vraie vie, c'est grâce à notre passion pour Star Wars que nous avons pu nous retrouver dans un monde où nous n'étions probablement pas destinés à nous rencontrer. La magie de Star Wars, elle est là, dans ce partage, dans la valeur de l'amitié qui nous mène à cette famille qu'on se fait soi-même, cette famille que prône la saga. Elle est là, notre chance. C'est cela que l'on doit célébrer, c'est cette positivité qu'il faut diffuser. C'est pour ça qu'il est important que les passionnés qui aiment s'expriment, qu'ils occupent eux aussi l'espace. Car, soyons clairs, il n'est pas question de priver de parole ceux qui n'aiment pas, tant que la parole se fait dans le respect et l'intelligence, mais bien de rééquilibrer les forces, pour montrer à celles et ceux qui pourraient, face à tant de toxicité et de méchanceté gratuite, ressentir de la honte ou de la peur d'aimer, n'ayons jamais peur d'aimer. Que vous aimiez les dernières productions Star Wars ou que vous ne les aimiez pas, que vous ayez acheté tout un tas de produits dérivés, de romans, de comics ou autres pendant des années ou non, cela ne vous donne et ne nous donne aucune légitimité. Star Wars ne nous appartient pas. Soyez tolérants avec les personnes, car oui, ce sont des personnes humaines comme vous, qui travaillent sur les nouveaux contenus, même lorsque vous ne les appréciez pas. Déjà, il faut prendre conscience aussi que passer après George Lucas, c'est un immense défi. Et si vous trouvez que ce défi n'est pas réussi, en fait, ça devrait vous rassurer. Ça devrait vous rassurer parce que ça prouve aussi que le talent ne s'émule pas facilement, en fait. Bref, même lorsque vous n'appréciez pas, en fait, ces contenus, j'espère quand même que cette violence, cette virulence, cette intransigeance, qui est facile à faire derrière un écran, j'espère au moins que vous l'appliquez à vous, dans votre vie de tous les jours, au travail, dans les études. Et j'espère que toute cette énergie que vous dépensez à vous plaindre des nouveaux contenus Star Wars, vous l'appliquez aussi aux véritables injustices quotidiennes de notre monde. Mais revenons à nos moutons. Déjà, je digresse, et je vais continuer de digresser un petit peu quand même, si vous le voulez bien, en commençant par vous raconter ma découverte et mon lien à Star Wars. Donc moi, je suis un enfant de la fin des années 80, début 90, et j'ai eu la chance de grandir avec deux grands frères plus vieux de 9 et 12 ans que moi. Ainsi, ma culture, elle se fait à cheval entre les œuvres de ma génération et de la leur. Et c'est comme ça que je découvre Star Wars en 94. Et comment je sais 94 ? Parce que on avait enregistré ça sur une VHS quand ça passait à la télé, et je crois que c'est mon père qui avait noté la date sur la cassette. Donc j'ai la chance de savoir quand j'ai la date précise où j'ai découvert Star Wars. Bref,
Je découvre Star Wars en 94, j'ai un peu plus de 5 ans, et nous sommes 3 ans donc avant l'édition spéciale de 97. Ma première approche se fait donc assis sur le balatum de la chambre de mon grand frère, sur sa petite télévision cathodique. Nous sommes devant l'Empire contre-attaque. Je commence donc pas avec un nouvel espoir, mais bon, ça c'est un peu l'ADN de Star Wars, hein, de faire les choses dans le désordre. Et je saurais pas vraiment vous dire quoi, mais là pour moi il se passe quelque chose. Je suis happé, je suis sidéré, positivement. Et je me sens basculer dans quelque chose de plus grand, de beaucoup plus grand. Il y a quelque chose qui m'a capté, qui m'a arraché à ma torpeur, et tel un premier réveil de ma conscience, je plonge dans un univers qui me lâchera plus. Mes souvenirs sont vagues, évidemment, mais je me souviens que Vador m'impressionne, mais il me fait de la peine à la fin du film. J'ai de la compassion pour lui, parce que au final il ne retrouve pas son fils. Je me souviens de Yoda, qui me fait peur, dans le sens, pas horrifique du terme, mais dans le sens où je le trouve sévère avec Luke. Luke d'ailleurs, je m'identifie pleinement à lui. Et encore plus après avoir vu le retour du Jedi quelques jours après. Je me souviens aussi dans la cour de récré que les autres veulent tous être Han Solo, alors que moi je veux être Luke. D'ailleurs je veux devenir un Jedi, pas au sens de pouvoir bouger des objets, avoir un sabre laser, même si bien sûr je le veux aussi, mais pas que ça. Et au sens où je suis marqué par Yoda, quand il explique à Luke d'être calme, en paix, serein, de ne pas aller vers la colère, la peur, l'agression. Bref, il y a plus que ce qu'on semble voir à l'écran derrière tout ça, et des petits, en fait, ça me capte. Et je vois au-delà des vaisseaux, des sabres laser, des blasters, et de toutes ces choses qui sont merveilleuses au final. Arrive ensuite la prélogie, 1999. Alors il y a les mois précédents où je suis comme un fou. Je me souviens de regarder la bande-annonce, notamment quand elle passait, je crois que c'était Fox Kids à l'époque, ou Cartoon Network, c'était sur le câble. Et il y a surtout les premiers Lego Star Wars qui sont sortis. Et surtout c'est dingue en fait, on va découvrir la jeunesse d'Obi-Wan et Anakin. Des trucs que moi je m'imaginais depuis... alors, pas depuis très longtemps, hein, parce que donc, je découvre la saga en 94, en 99, mais mine de rien, voilà, je commence à imaginer des choses, et notamment avec les premiers Lego aussi, qui ont beaucoup joué là-dessus, parce que je me fais déjà la bataille entre Obi-Wan et Anakin, je l'imagine passer du côté obscur, pourquoi, etc. Et bref, les Lego ont contribué à ça. Et depuis, après, j'ai aussi lu les premiers romans Star Wars que j'ai pu trouver autour de chez moi, dont le Cœur d'Alderaan, dans la collection des jeunes chevaliers Jedi. La menace fantôme est là, et d'une certaine manière, elle est salvatrice pour moi. Le film donc sort en France en octobre, au mois de mai aux États-Unis, mais chez nous ça sort en octobre. Et c'est un moment compliqué. Ma grand-mère maternelle, à laquelle je suis très très attaché, est très malade, et elle décédera à la fin du mois d'octobre. Donc c'est un moment qui est très dur pour ma famille. Et malgré ça, mon père prend le temps de m'emmener voir le film au cinéma. Et là, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Et encore une fois, je suis conquis en fait. Je suis happé à nouveau dans cette galaxie lointaine. Et là encore, je m'identifie facilement au héros en fait. Obi-Wan, pas mal. Parce que je pense que j'étais un petit garçon assez calme, assez sage. Et je me retrouvais assez dans Obi-Wan en fait. Mais à Anakin aussi. Déjà parce qu'on a le même âge à ce moment-là. Moi, j'avais 10 ans passés. On a à peu près le même âge. Et pour moi, il y a la scène la plus marquante du film, qui est le moment où Shmi le laisse partir. Ça m'a énormément marqué étant gamin. Alors, je digresse pas mal encore. J'essaye de vous faire la version courte, enfin j'espère. La prélogie qui me suit donc durant toute mon adolescence, de 99 à 2005, toute l'adolescence ou presque. Je me souviens que je sèche le cours d'anglais pour aller m'acheter le DVD Day One de La Revanche des Sith. Je me souviens que je découvre The Clone Wars, le film au cinéma, tout seul, la veille d'entrer à la fac, après une année de prépa inintéressante. Je me souviens que j'ai adoré le livre Dark Plagueis de James Luceno. J'ai adoré le cycle de Throne de Timothy Zahn. J'ai adoré Dark Empire, autant pour l'histoire que pour son visuel si particulier. Et forcément, moi, dès qu'il y a un dessin... voilà. Je me dirige déjà plus ou moins vers l'illustration et forcément, ça me marque. Malgré tout ça, je vis pas forcément bien ma vie en tant que fan. En dehors des quelques exceptions que j'ai citées juste avant, je ne me retrouve pas vraiment dans les œuvres. En fait, je retrouve pas vraiment les valeurs de Star Wars
dans l'UE qu'on appelle aujourd'hui Legends, en fait. Je le trouve globalement, comment dire, trop sale, trop sombre, trop mature, voire malaisant pour certains romans ou comics. J'ai l'impression que les autres fans sont vieux. Alors, après, c'est peut-être l'effet des premiers forums, etc. Et surtout, ils sont très agressifs. Surtout le moment de la prélogie, évidemment. Mais depuis gamin, déjà, j'entends des trucs. J'entends que Lucas a tué Star Wars. Il les a tués avec les Ewoks, dans le Retour des Jedi, puis avec l'édition spéciale. Certains disent même qu'il l'a tué au moment de l'Empire contre-attaque, parce qu'il était beaucoup plus sombre que le premier Star Wars de 77. Puis la prélogie évidemment, que moi j'aime tant, et qui se fait démonter de partout, c'est très très violent. The Clone Wars, le film, puis la série, sont pour moi des bouffées d'oxygène là aussi. J'ai l'impression d'y retrouver justement les valeurs qui me manquaient tant, que j'avais ressenties tout petit, et que je ne retrouvais pas, ou alors très très peu dans les romans et les comics. J'espérais même déjà à cette époque un reboot de l'UE. Et évidemment, j'adore profondément Ahsoka, en qui je me retrouve pas mal en fait. Et là encore, qu'est-ce que j'ose pas dire en fait. Aimer la prélogie, vouloir un reboot de l'UE, aimer The Clone Wars et Ahsoka, ah là là. À une soirée d'intégration à la fac, justement, en 2008, donc pas longtemps après avoir vu The Clone Wars, le film au ciné, je me fais frapper par 2 gars en fait à la soirée pour avoir tenu en fait ces propos-là, quoi, avoir dit que j'aimais The Clone Wars et Ahsoka, que j'aimais la prélogie, que je voulais un reboot de l'UE, etc., etc. Et ces 2-là en fait ne juraient que par KOTOR. C'est-à-dire que même eux, les films déjà, même la trilogie originale, bon voilà, moyen, eux c'était KOTOR. Attention, j'ai absolument rien contre KOTOR personnellement, c'était juste pour situer les 2 bonhommes. Je me souviens aussi de prise de bec avec certaines personnes plus vieilles de mon entourage qui n'aimaient pas du tout le fait qu'Anakin d'Hayden Christensen était intégré dans le Retour du Jedi, dans le DVD de 2004-2005. Bref, on avance un petit peu, je suis maintenant adulte, je travaille et je termine la fac, je vis en couple, et je me retrouve toujours pas à l'aise dans la communauté Star Wars francophone, dans les forums des différentes communautés, des différents sites, etc. De mon côté, moi j'ai un tout petit blog perso où j'écris sur l'actu Star Wars, où je commence déjà à traduire un petit peu des articles, où je couvre un petit peu certains événements. Quand en 2012, justement, arrive l'annonce que George Lucas vend Lucasfilm à Disney, et que donc Kathleen Kennedy, qu'il avait déjà nommé présidente quelques mois auparavant, aura la lourde tâche de lui succéder, mais pour le coup toute seule. Alors j'avoue que sur le moment je suis dubitatif, déjà parce que je m'y attends pas. Et après, en fait, le fait de savoir que ça conservait les mêmes équipes, en fait, que Lucasfilm ne disparaissait pas, ça a beaucoup aidé. Que Kennedy restait présidente aussi, et que c'était une volonté de Lucas, enfin que c'est un truc qu'il a négocié justement pour qu'elle y reste. Ça, du coup, ça me plaisait. En fait, ça me montrait que tout n'était pas... Enfin voilà, Lucasfilm ne disparaissait pas en fait. Et autant j'étais dubitatif au moment de l'annonce, autant après en fait ça se passe en plusieurs temps. C'est-à-dire que il y a d'abord l'annonce d'une nouvelle trilogie, où là je suis super excité en fait, c'était inespéré. Et arrive l'annonce que j'attendais tant un peu après, enfin un reboot de l'UE. Voilà. Chacun en pense ce qu'il veut, bien entendu, mais moi c'était un truc que je voulais depuis un petit moment déjà, quoi, depuis quelques années. La suite s'enchaîne, c'est Star Wars Rebels qui arrive, puis la postlogie qui débarque. Tout ça, moi j'adore totalement, je m'identifie pleinement à Ben Solo, j'ai le même âge que lui, j'adorerais. Rebels, c'est mon coup de cœur absolu. Je dévore tous les romans et les comics du nouvel UE enfin canon en VO, et en VF aussi, mais surtout en VO. Et là après, plein de choses s'enchaînent, je deviens rédacteur pour Making Star Wars France, puis pour Making Star Wars USA, le temps de quelques articles. Tout ça de 2016 à 2018, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 2016 à 2018. Mais surtout j'en compte Max. Et ensemble, on fait... alors lui, il avait déjà commencé un petit peu tout seul de son côté, mais ensemble sur Talk Star Wars To Me, en fait, on fait des podcasts et des vidéos sur l'actu Star Wars, une bibliothèque canon. Donc on fait tout ça à différents rythmes et à différents moments jusqu'en 2021, où là ça s'arrête. Et après voilà, je fais de nouveau quelques interventions
chez Wellston l'an dernier, notamment sur la série Ahsoka, et ça c'était un énorme kiff, et encore merci Wellston. Bref, assez parlé de moi, je pense que vous situez un peu mieux mon parcours et l'attachement que j'ai à Star Wars. Comme je disais, je voulais donc dans ce premier podcast parler des valeurs et des enseignements que Star Wars m'a apportés tout au long de la vie, et peut-être que vous comprendrez un peu mieux pourquoi je les trouve incompatibles avec une partie du fandom, comme je le disais en intro. Déjà, il y a la notion que Star Wars est avant tout conçu pour les enfants, ou les jeunes allant vers l'âge adulte, pour citer Lucas. C'est tout bête, mais même si les fans vieillissent et mûrissent, ça me semble être un point important. Star Wars, c'est une synthèse des mythes humains, et c'est un rite initiatique avant tout. Alors, pas dans toutes les histoires évidemment, mais c'est quand même la base. Et pour moi, c'est autant là pour stimuler notre imaginaire que nous pousser à le faire fonctionner, et ce, quel que soit notre âge en fait. Conserver son âme d'enfant. Ça ne veut donc pas dire refuser de grandir ou tout accepter, mais au contraire, ça veut dire toujours s'autoriser à rêver, à imaginer, à déambuler. Comme George Lucas l'expliquait il y a encore pas très longtemps en interview, Star Wars, via Luke puis Anakin, ça a pour vocation de nous faire partir à l'aventure, de nous dire sortez de chez vous, de découvrir le monde qui nous entoure, et surtout de ne pas se replier sur soi-même, sur ce qu'on connaît. Cette tradition narrative du voyage du héros, cet enseignement, on les voit poursuivis avec Ezra, avec Rey. C'est aussi ce qu'Obi-Wan explique à Owen concernant le jeune Luke dans la série Kenobi. C'est, dans une autre mesure, c'est ce genre de voyage qui nous est proposé avec Ahsoka et Sabine. Il faut donc sortir pour être conscient du monde qui nous entoure. Et comme je le disais, et c'est le danger d'une communauté de fans, surtout après autant de temps, ne pas se replier sur soi, c'est presque se replier sur soi plutôt, c'est presque un automatisme en fait. Mais c'est un danger. Et c'est Alexandre Astier qui l'explique d'ailleurs concernant sa propre saga. Il dit « Les fans s'occupent du Camelot d'avant ». Pour Star Wars, c'est un peu pareil. Les fans sont bloqués dans un Star Wars d'avant. Et il est difficile de leur proposer un contenu nouveau sans créer des conflits. Pourtant, et ça c'est Shmi qui nous l'enseigne, lorsqu'Anakin, bien qu'il a envie, il veut pas partir de chez lui. Et elle lui dit, tu ne peux pas empêcher le changement, pas plus que tu ne peux empêcher les soleils de se coucher. I don't want things to change. But you can't stop the change, any more than you can stop the suns from setting. En parlant de Shmi, justement, Star Wars, c'est aussi la valeur de la famille, au sens large. Pas seulement la famille biologique, mais la famille qu'on va se faire au cours de sa vie, nos amitiés, nos amours, nos parcours de vie, etc. Ainsi, Star Wars encourage à aimer et à défendre ceux et ceux qu'on aime. Et ça, Rian Johnson l'a très bien compris, je trouve, notamment via le personnage de Rose dans The Last Jedi. That's how we're gonna win. Not fighting what we hate. Saving what we love. L'autre enseignement qui découle un peu de tout ça, c'est la compassion. Un facteur qui est très très important dans l'univers Star Wars. Une des fondations même de ce que doivent être les Jedi. Anakin en parle un petit peu d'ailleurs à Padmé dans l'épisode 2. On nous apprend à faire preuve d'empathie, à être compréhensif envers les autres, mais c'est pas toujours simple. Et Yoda nous met en garde contre des sentiments qui, au final, sont très humains, qui décrivent peut-être bien cette partie, en fait, du fandom sur les internets qui exprime beaucoup de haine. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Quoi qu'il en soit, la saga, elle ne nous a pas enseigné à haïr. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, évidemment, mais elle nous enseigne plutôt à pardonner. La rédemption. La rédemption est d'ailleurs un des thèmes piliers de cette œuvre. Et c'est au final quelque chose que nous cherchons tous. Il y a toujours un moment dans notre vie où on va regretter certaines choses, où on va se sentir coupable d'avoir fait quelque chose qui ne va pas. Pas forcément quelque chose de grave, mais quelque chose qu'on regrette. Et pour ça, on cherche tous le pardon, on cherche tous la rédemption. Et pour revenir du coup sur la haine, parce que j'ai digressé un petit peu forcément, mais au final Yoda il a raison. La haine nous mène à la souffrance. Et tous ces gens pleins de haine, dans les commentaires, dans les vidéos, etc., ce sont des êtres qui souffrent. Ils souffrent d'un monde qui les dépasse, qui ne va pas dans leur sens, plus dans leur sens.
Et même si beaucoup peuvent être détestables dans leurs paroles, dans leurs actes, etc., même si c'est très difficile, on se doit d'essayer d'avoir de l'empathie et de la compassion pour eux. Ce qui ne veut pas dire accepter ce qu'ils disent ou ce qu'ils font pour autant, évidemment. Il faut aussi clairement combattre la bêtise et la méchanceté gratuite. Les harcèlements, la provocation, les provocations verbales, physiques, etc. Ça demande même un certain courage de faire face à ce rouleau compresseur que peut être le fandom quand il est en colère. Demandez à Ahmed Best, à Jack Lloyd, à Hayden Christensen, à Daisy Ridley, John Boyega, Kelly Marie Tran, à J.J. Abrams, à Ryan Johnson, à Dave Filoni, à Leslie Headland récemment, à Kathleen Kennedy et bien sûr à George Lucas. Un des autres enseignements que j'ai reçus de Star Wars, c'est celui de résister à l'oppression d'un mouvement qui est néfaste, qui est massif. Et ça continue encore dans les productions récentes, qui ne sauraient être plus en adéquation, j'ai envie de dire, avec l'urgence de notre époque, à combattre le retour des fascismes qu'on croyait morts ou qu'on voulait croire morts. Dans notre monde, Hitler, Mussolini ne peuvent pas revenir à la vie, bien entendu. Mais bien d'autres prennent leur place. Et le fascisme, le nazisme, les dictateurs reviennent toujours persécuter les peuples, parce qu'on finit inéluctablement par se perdre en chemin et par oublier. Dans la pop culture, le mal qu'on croit avoir vaincu revient toujours lui aussi. C'est Ganon dans Zelda, c'est la Matrice, c'est Palpatine, c'est les symboles en fait, ces personnages-là. Palpatine par exemple, c'est le symbole incarné du mal, du fascisme, etc. Bref. Star Wars, justement, c'est aussi combattre l'obscurantisme. Et ça, c'est par une autre notion qui est la transmission du savoir. C'est un point qu'on retrouve tout au long des différentes œuvres dans les relations entre maître et élève. Transmets ce que tu as appris, comme l'explique Yoda à Luke. Le savoir est universel et doit être passé aux générations suivantes. Qu'importe le milieu, le lignage d'où l'on vient, etc. Comme le fait Ahsoka avec Sabine. Transmettre et partager. C'est une chose qu'on observe d'ailleurs au sein de Lucasfilm. Filoni en est le parfait exemple. C'est le padawan de Lucas qui lui-même est devenu le maître désormais. Et il sera sûrement le maître d'une future génération de créateurs à son tour. Et ça, c'est aussi quelque chose que les fans devraient faire entre eux. Pourtant, on voit bien les problèmes entre certaines communautés, liées à différents sites, etc., différentes youtubeurs, voilà. Ils se font la guerre entre eux. Et une communauté qui, de ce que je peux en observer en ligne, au fil des années, connaît aussi assez mal son histoire. L'histoire de Lucasfilm, l'histoire du cinéma. Et tout ça, ça donne le fait que des fois, ils diffusent des fausses informations. Alors soit des fois, c'est basé sur de la méconnaissance. Ça peut arriver, c'est pas grave, ça peut se rattraper. Ou des fois, c'est plus problématique. C'est mensonger. Ça peut être basé sur des ressentiments. Ça peut être fait pour faire des vues aussi. Bref. George Lucas, dans son explication de la force qu'il fait lors du meeting des auteurs pour The Clone Wars, il explique que le côté obscur se nourrit petit à petit des plaisirs rapides, des plaisirs immédiats. C'est ça qu'il consomme en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on met ça en perspective avec notre vie, c'est qu'on sait que les réseaux sociaux, ils ont fondé en fait volontairement leur addictivité sur le principe des récompenses à court terme, avec le système de like. Donc on peut presque se demander si les réseaux sociaux, ça serait pas alors la porte d'entrée vers le côté obscur de la force dans notre monde. Et c'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux un aspect que j'observe et pour lequel j'ai beaucoup de mal, à appréhender la chose. Je veux parler en fait de l'admiration, parfois inquiétante, je trouve, de certains fans pour l'Empire, pour les sites, pour le côté obscur éventuellement. Alors, bien entendu, on peut être fasciné par les personnages, leur trajectoire, leur destin, ou même plus basiquement leur design. Moi, le premier d'ailleurs, par exemple la série Dark Vador de 2017 de Charles Soules et Giuseppe Camuncoli, c'est une de mes préférées, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais je ne vais pas trop digresser. Mais j'ai toujours beaucoup de mal à saisir cette dévotion que peuvent avoir certains à défendre les doctrines cito-impériales, mais de manière sérieuse. Comme si l'enseignement d'aller vers la lumière que des Lucas, des Filoni, des Charles Soules, justement, peuvent nous donner, en fait. Comme si ça n'arrive pas à imprégner une partie des fans. Alors, il y a aussi une partie de fans peut-être plus... je sais pas comment on peut dire ça, peut-être plus basique, où certains sont là vraiment juste pour le côté
divertissement, c'est-à-dire les vaisseaux, les combats de sabres, etc. Il n'y a pas de souci. Chacun y trouve ce qu'il veut dans Star Wars, c'est absolument pas un problème. Après, je trouve ça dommage, en fait, de passer à côté d'autant de messages qui sont dits de manière assez claire, mais qui ont quand même une certaine profondeur et qui nous ferait du bien à tous dans nos vies, en fait. Et dans la vraie vie, justement, pour moi, c'est un aspect totalement dissonant et incompatible avec les membres les plus extrémistes, en fait, du fandom. Comment on peut se dire fan de Star Wars en étant ouvertement raciste, homophobe, sexiste, violent, j'en passe. Cette saga nous enseigne pourtant clairement de combattre toutes ces abominations, en fait. Elle le fait en étant une œuvre qui est collective, multiculturelle, politique, humaniste, féministe, anti-impérialiste, et qui fait la synthèse d'ailleurs des mythes issus de plusieurs cultures humaines. Star Wars est pour moi une célébration de la culture humaine, avec tout ce que cela comporte, autant en merveilles qu'en potentielles erreurs aussi. Et en parlant des erreurs, on a tous le droit d'en faire. On fait même que cela quasiment dans nos vies. Avec l'avènement des réseaux sociaux et des influenceurs, la moindre petite erreur de montage, la moindre incohérence potentielle, tout est tout de suite brandi comme une chose éhontée pour laquelle il faudrait prendre les réalisateurs et les pendre en place publique. Alors qu'il existe plein de solutions pour rester apaisé face à tout ça, en fait. Déjà, il suffit d'étudier un peu notre monde, connaître notre propre histoire, que ce soit dans les sciences, dans les religions. Certaines choses sont contradictoires, d'autres inexpliquées, d'autres totalement incohérentes, alors que pourtant elles font partie d'un même récit, notamment au sein des religions. Et pourtant même on vit au quotidien avec tout ça. Et quand je parlais de conserver son âme d'enfant, ça intervient ici aussi. Moi quand je vois une potentielle incohérence, personnellement je m'insurge pas. Au contraire, je vois une opportunité, soit de raconter de nouvelles histoires par la suite, soit de faire appel à mon imagination en fait, pour trouver quelque chose qui convient. Et si je trouve rien de tout cela, mais que je sais qu'on aura la réponse dans le futur, comme c'est le cas dans un récent épisode de The Bad Batch, pour pas trop en dire, alors je trouve qu'il convient tout simplement de suspendre mon jugement en attendant. Et c'est pas grave en fait, de pas juger tout de suite. Mais on juge tous. Ça on est d'accord là-dessus. Mais c'est pas grave. Après bien entendu, rejeter la faute c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est plus séduisant. Ça nous absout de tout effort d'imagination. Et ça, évidemment, ça ne vaut pas que pour ce qui est de Star Wars. Ça vaut dans tous les domaines, de la vie, des arts, du sport, enfin de tout plein de domaines. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a comme une crise de confiance du public envers les créateurs. Une impatience aussi. Une sorte de supporterisme en faction. Et bref, je digresse. Les créateurs, j'entends par là donc les scénaristes, les showrunners, les artistes, les réalisateurs, ils connaissent leur métier, ils savent ce qu'ils font. Ils le font du mieux qu'ils le peuvent avec les moyens et les conditions qu'ils ont à leur disposition, et que nous, publics, ne connaissons pas. C'est toujours plus facile de se dire scénariste, sans cahier des charges, sans budget, sans deadline, sans pression. On peut tous faire mieux sans tout ça, c'est sûr. Encore que. Mais bref, ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils aiment, et jamais en voulant bâcler le travail. Par contre, ça peut leur arriver d'être moins bon. Ça peut leur arriver de se rater, de ne pas trouver son public tout de suite aussi. Ce qui est d'autant plus compliqué dans un système et une époque où on est englué dans l'instant présent. Soyons compatissants et patients. Pour reprendre une analogie footballistique, votre équipe ne peut pas gagner le championnat chaque saison. Peut-être qu'elle le fera sur plusieurs années, mais globalement, elle ne peut pas gagner le championnat chaque saison. Parfois, elle passe par des périodes de disette, par des creux générationnels en termes de talent, puis ça finit par revenir. Et c'est pas grave. On apprend comme ça. Ainsi, j'ai envie de dire, si une série, un livre ou un film ne vous plaît pas, c'est pas grave. Les précédentes œuvres que vous aimez, elles n'ont pas été détruites par les nouvelles pour autant. Star Wars n'est pas mort. Star Wars continue. Peut-être qu'à l'avenir, il vous plaira à nouveau. Et s'il ne vous plaît toujours pas, peut-être que c'est simplement plus fait pour vous. Mais c'est pas une fatalité. Le monde est rempli de très bonnes autres œuvres. Passez à autre chose. Ne perdez pas du peu de temps que vous avez ici-bas à haïr et à diffuser cette haine. Aimez autre chose. Sortez de votre ferme hydroponique et parcourez la galaxie. Enfin, je terminerai par la notion peut-être la plus essentielle peut-être de Star Wars. L'espoir. L'espoir car cette toxicité, cette méchanceté qu'on observe en ligne, ce n'est pas la réalité. Ça n'en est qu'un infime fragment. Toutes ces valeurs, tous ces enseignements que j'ai tenté de vous décrire et que je ressens
en voyant les différentes œuvres de Star Wars à travers le temps, qui sont l'amour, la famille, la compassion, la rédemption, la transmission, l'ouverture au monde, et l'espoir donc. Toutes ces notions, moi, je les ai retrouvées, je les ai ressenties, je les ai éprouvées même, dans la vraie vie, avec une force indicible, auprès de milliers de personnes, lors de la dernière Star Wars Célébration, à Londres, il y a 1 an. Là-bas, pas d'écran interposé pour s'insulter. Juste des modestes humains qui essayent de faire leur place dans l'univers. Juste des humains qui aiment, qui n'ont pas peur d'aimer. Des humains qui se regardent, qui se parlent, se sourient, se saluent, s'embrassent. Des humains qui rêvent et qui imaginent, car ils n'ont pas perdu leur âme d'enfant. Ça a été une aventure humaine extraordinaire. Et ça, c'est un truc pour lequel je remercierai jamais assez Wellston, Jarvis, Tanis, Yacento et Yuyu. Les réseaux sociaux mentent. Star Wars n'est pas mort. Il est plus vivant et beau que jamais. Voilà, c'est la fin de ce premier podcast des Échos d'Acto. C'était un petit billet d'humeur un peu général. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, c'est pas grave. Passez à autre chose, regardez autre chose, écoutez autre chose, lisez autre chose. Et si ça vous a plu, tant mieux, et on se retrouve dans un prochain podcast. Merci à Cléo, qui a fait des merveilles à la musique, et moi je vous dis à très bientôt. Que la force soit avec vous.